Bonjour Djenaba, comment tu vas? Bonjour, je vais bien et toi? Ça va, ça va. Mais Djenaba, si t'avais à te présenter aujourd'hui, comment tu te présenterais à un inconnu, par exemple? Donc, je suis Diana Babouaho, je suis sénégalaise et coldoise d'origine. Je suis née à Dakar, j'ai fait Tamba, Kolda, donc j'ai fait un peu quelques régions du Sénégal et j'habite ici en France actuellement. Ok. Djenaba, tu dis que tu te définis comme étant une Coldoise d'origine. Ouais, Ça nous ramène au royaume de l'enfance un peu. ouais. Quels sont tes souvenirs de ton environnement familial? Et est-ce que le fait de... Tu disais tantôt que tu es né à Dakar, où tu as fait Tamba, puis Kolda. Est-ce que le fait de changer des régions, ça vous a beaucoup affecté, toi et ta famille notamment? Euh, Affecté, je dirais pas affecté, mais en vrai, ça a créé une sorte de, je sais pas, une sorte de personnalité qui se détache de tout et qui s'attache pas aux gens. Donc, mes souvenirs quand on se déplaçait, c'était à chaque fois que j'allais perdre un groupe d'amis ou des trucs comme ça, mais à chaque fois, c'était de nouvelles aventures et tu rencontrais de nouvelles personnes et c'était bien. Et est-ce que t'as des souvenirs de Dakar ou bien t'es partie Ouais. en étant toute petite? Non, j'ai des souvenirs de un peu partout. Tu es restée jusqu'à quel âge à Dakar? Je crois que de ma naissance jusqu'au CI, ensuite je suis partie à Tamba et ensuite on est revenu quand j'étais au C1, C1, C2. Donc je fais des allers-retours. À Dakar aussi? Oui. Ok. C'était dû à quoi? C'était parce que mes parents... donc je suis née à Dakar et à un moment, ma maman, elle a commencé son cursus là dans l'enseignement. Ok. Et donc sa première expérience, c'était à Tamba. Donc on est parti à Tamba pour ça. Et elle a fait 2 ans. Et après les 2 ans là, on est retourné à Dakar. Et après, il y a mon papa qui a voulu retourner chez lui. C'est ça. Et du coup, on s'est retrouvés à Kolda comme ça en 2008. D'accord. Et est-ce que toi, dans ton quotidien, le fait d'avoir des parents enseignants, parce qu'on a ça en commun un peu, est-ce que ça t'a marqué et en quoi ça t'a marqué, par exemple? Moi, j'ai ma petite idée, mais... Oui, ça marque beaucoup parce que c'est des enseignants, ils ont une vision de la vie, des études, ils savent comment ça marche. Donc, à la maison, tout est fait pour qu'on réussisse dans les études. Et ils en font une priorité aussi. Donc, ça met un cadre, en fait, on va dire, un cadre de vie qui, on va dire, qui va faire de telle sorte que scolairement, en tout cas, tout est là pour que tu réussisses dans les études et que tout se passe bien. Et au quotidien, c'était organisé comment? Parce que, par exemple, chez moi, à l'école, c'était mon papa parce que moi, j'étais dans sa classe. Donc, puisqu'il est enseignant à l'école primaire, donc j'étais dans ses classes durant les petites classes, il y tenait. Et à la maison, dès que je rentrais, c'est, disons, l'encadrement derrière était fait, le suivi était fait par ma maman. Est-ce que toi, c'était le cas ou bien, parce que toi, tu as la chance d'avoir les 2 parents qui sont enseignants. Moi, c'était pas le cas. Est-ce qu'il y avait une organisation dans la maison? Je pense pas qu'il y avait une organisation comme ça. Il y avait un suivi, on va dire. Okay. Pour ce qui concerne les exercices à la maison, les devoirs à la maison, etc. Mon papa, il avait un suivi beaucoup plus... Puisqu'il est littéraire et il était professeur en lettres modernes. Et donc, c'était plus au niveau des livres, la lecture. Donc, à chaque niveau, je commençais à lire très tôt, depuis les petites classes au primaire. Donc, il y avait ça. Ma maman, elle avait un peu moins de patience. Donc, à chaque fois, je préférais me retrouver avec mon papa. Et je dirais aussi qu'elle avait une fille beaucoup plus scientifique un peu. Donc, tout ce qui était problème, les calculs, etc., elle s'en chargeait les week-ends. Et globalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle surveillait les devoirs et mon papa, d'une façon beaucoup plus... Comment dire? J'espère que tu vas pas dire pédagogue parce qu'à un moment, elle risque de se fâcher. Hein. Non, mais c'est pas pédagogue, mais il était... plus préfère, avenant. C'est ça, plus avenant. Quand tu lui demandais de t'expliquer le problème, il le faisait sans problème, alors que ma maman, elle te disait, il faut chercher toi-même, les solutions. Ok. Donc, et si tu avais à retenir, disons, dans ce fait de se déplacer
en 3 régions, de découvrir plusieurs cultures, plusieurs modes de vie et tout ça, et d'avoir d'autres amis, d'autres camarades. Si tu avais à retenir, par exemple, je dis, allons, Dakar, si tu avais à retenir une chose, Tamba, une chose, et Kolda, une chose, ce serait quoi, par exemple? Dakar. Ça invite à réfléchir. Oui, c'est ça. J'ai réfléchi à ça. Mais à Dakar, je dirais... Il y avait l'école franco-arabe que j'avais fait là-bas qui m'avait beaucoup marqué et qui m'a beaucoup marqué dans le sens où c'est à partir de ce moment que j'ai commencé à me voiler, à avoir certains codes de la religion, des trucs comme certaines bases. Et ça m'a suivi un peu toute ma vie. À Tamba, il y avait ma famille maternelle. La chaleur aussi. Non, en fait, j'ai même pas de souvenir de la chaleur. Quoi, il fait moins chaud à Tamba ou à Kolda? Je crois qu'il fait plus chaud à Tamba. Mais il fait chaud à Kolda aussi. Victoire pour Kolda. Mais vas-y. Mais ouais. Et à Tamba, je dirais c'est la famille côté maternel et côté paternel aussi, parce qu'il y avait mes grands-parents, il y avait la grande famille, on va dire, dans laquelle mon papa il a grandi, à Tamba là-bas, et il y avait la famille de ma maman aussi. Et puisque les deux maisons n'étaient pas si éloignées que ça, bah, ça faisait que on vivait presque dans les 2 grandes familles en même temps, quoi, tu vois. Il y avait une certaine liberté aussi qu'on n'avait pas à Dakar. Donc, on se permettait de partir quand on voulait chez mes grands-parents, de revenir. Parfois, on descendait de l'école et on traçait directement là-bas, sans prévenir, et ça créait certains problèmes, mais c'est de bons souvenirs, quoi, avec la famille. À Kolda aussi, on a retrouvé là-bas la famille paternelle, plus donc, ta famille paternelle, il y a une partie à Tamba, une partie à... C'est ça. En fait, mon grand-père paternel, il a migré vers Tamba. Donc, à un moment, il s'est installé là-bas et c'est pour ça que mon papa, il s'est retrouvé là-bas. Mais il est né, il est originaire de Kolda de base. D'accord. Et tout à l'heure, je parlais de culture. Toi, tu as la chance d'être, disons, métisse. Ouais. Bon, tu vas nous dire déjà, ton papa, il est de quelle ethnie est ta maman? Et... j'enchaîne du coup sur la question. Comment tu arrives à jongler entre, disons, 2 cultures, jusqu'à même parler les 2 langues, en fait? Ça s'explique par le fait que j'ai donc vécu un peu à Tamba. Donc, comme je le disais, il y avait la famille maternelle à côté, donc on vivait là-bas aussi. Donc, ça fait que tu parles la langue. Et quand j'étais petite, mes parents, chacun me parlait sa langue. Donc, mon papa, il est Peul. Et ma maman, elle est Bambara. Donc, on parlait les 2 langues. La petite histoire, c'est que, puisqu'on parlait les 2 langues, j'arrivais pas à parler efficacement. En soi, je parlais, mais je mélangeais les 2 langues dans mon vocabulaire était bien mixé. Mixé, c'est quoi? C'est ça, mix. Donc, je me retrouvais dans une même phrase pour dire des mots de Bambara et de Peul, etc. Et donc, pour me stabiliser, ils ont décidé de me parler que Peul. Donc, ma maman, elle s'est mise à parler Peul maintenant. Et elle parle très bien Peul, je confirme. C'est ça, elle parle on sait même pas si c'est ça. Peul ou pas. En plus, maintenant, elle a bien l'accent là, des Peul coldois. Donc, ce qui me manque, moi, parce que je trouve que souvent, quand je parle Peul, les Peul, ils trouvent que j'ai un accent un peu... Je trouve pas. Ok. T'es un peu déconstruit, en fait. Mais les Plakunda, souvent, ils se moquent un peu de notre accent qu'on a chez nous. Et quoi d'autre? Ouais, mais ça m'a permis, en tout cas, cette enfance m'a permis de baigner dans un environnement multiculturel. Donc, tu comprends les 2 cultures et c'est enrichissant, en fait. C'est vrai ce que tu dis sur le côté, comment ça s'appelle, sur les dialectes, parce que je sais que pour avoir vécu une partie dans le monde rural du coup du Fuladu et une partie à Kolda-Ville, moi aussi je trouvais cette différence. Mais justement, je pense que on ne peut pas être à l'abri de l'influence de certaines langues, surtout quand toi-même tu parles les 2 chez toi. Ouais. Mais imagine ceux qui sont dans la même ville, par exemple Kolda qui est une ville métisse, les gens parlent plusieurs langues, que ce soit Manding, Wolof, Peul, etc., etc. Donc, c'est normal qu'il y ait des influences, que ce soit interconnecté. Maintenant, si c'est même dans la maison, je pense que c'est assez évident. Et je trouve que c'est une richesse de parler plusieurs langues. Moi aussi, je trouve. Ouais. Et toi, tu es aîné d'une famille? Oui. Moi, j'aimerais bien, il y a un sujet qui me tient à cœur. C'est la position d'aîné dans la famille. Ouais. Faut qu'on en parle. Faut qu'on sorte les dossiers.
est-ce que toi, ta position d'aîné, tu la vois comme un privilège, une charge, une responsabilité? Enfin, comment tu analyserais la position d'aîné, que ce soit au niveau sociétal, au niveau sénégalais ou dans ta famille? Et est-ce que tu as des... Par exemple, moi, je sais que j'ai des reprochements, mais j'ai pas toi. Comment tu analyserais cette position d'aîné, en particulier de toi et dans ta famille? Dans ma famille particulièrement, je dirais que ça dépend du stade de la vie. Quand j'étais enfant, c'était un privilège, puisque t'es le plus grand, tu fais la loi. J'étais la plus grande, donc je fais la loi, comme je le dis, avec mes petites sœurs. Donc, elles ont un peu subi quand même. Ça sent, tu les as fait subir des choses. Ça. C'est ça. Mais on va dire qu'en grandissant, c'est plus... il y a un sens de la responsabilité qui se développe parce que t'es la plus grande quand même. À chaque fois, je sais pas, ça passe par des petits trucs quand t'es enfant, quand les parents sortent et que... vous êtes tout seul, t'es responsable, il faut fermer la porte, il faut veiller à ce que tout se passe bien. Quand on revient, quand quelque chose ne se passe pas bien, c'est toi qu'on va gronder parce que, voilà, t'es la plus grande. Et on va dire, en grandissant, ça crée une sorte de... Il y a un type de personnalité que je trouve qui est propre aux aînés de famille, qui fait que tu as une tendance à endosser des responsabilités, à te sentir responsable des plus petits. Tu as au fond de toi comme un ressenti de devoir. Devoir. Envers, que ce soit les parents, les plus petits, la famille en général. Et ça peut être une charge aussi parfois, parce que c'est une charge mentale quand même, parce que tu y penses tout le temps. Surtout. Alors que je pense que quand tu es plus petit, tu te dis, il y a la grande sœur, quoi, tu vois, ou il y a le grand frère, ou... C'est vrai. C'est un poids en moins. Mais en vrai, je trouve que, je sais pas, c'est un cadeau de la vie aussi que des gens puissent compter sur toi, que tu puisses être utile. En tout cas, je sais pas si c'est parce que j'ai cette position d'aîné, mais je me complais dans ce rôle. D'être... j'aime bien être utile, quoi, à la famille et globalement aux gens. Moi, je trouve aussi qu'il y a une vraie charge mentale aussi, quelque part. Parce que parfois, disons, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est ça. Il y a des regards et tout. Mais même dans l'éducation, je trouve que les parents, ils sont beaucoup plus durs. C'est sûr. Je ne sais pas si c'est la lassitude vers la fin et ils lâchent prise un peu. Et donc, il y a souvent cette différence-là. Mais c'est vrai que par moment, on prend du plaisir à prendre ses responsabilités, à les faire. Bon, tout excès est nuisible. Mais c'est pas... Après, je crois que quand le cadre, il est sain, ça dépend de comment les familles c'est vrai. gèrent ça aussi. Parce que moi, j'ai l'impression... Dans ma famille, en tout cas, mes parents, ils ont quand même réussi à bien... Je suis l'aînée, par exemple, mais quand même... par exemple, quand je suis partie de la maison, il y a Ramatoulaye qui était là-bas et du coup, puisqu'il y a un écart d'âge entre nous aussi, donc c'est comme si ça se relaie. Et donc, quand tu pars, les responsabilités deviennent différentes. Est-ce que tu crois à une hiérarchie entre je vais dire le droit d'aînesse, par exemple, entre les grandes sœurs ou grands frères et les petits frères? Par exemple, est-ce que pour toi, pour qu'il y ait une cohésion, il faut qu'elle existe? Ou est-ce que c'est pas nécessaire parce que c'est toxique ou... Je pense que ça peut être nécessaire. En fait, je pense que c'est une organisation sociale. Par exemple, quand les parents, ils sont plus là, donc quand c'est bien clairement défini que c'est à toi de prendre le relais, par exemple, en fait, ça permet... En fait, il y a déjà une organisation qui est là et donc ça se fait facilement et personne ne se pose de questions. Alors que s'il n'y avait pas ça, par exemple, en fait, sur quels critères on allait décider qui allait être responsable de quoi, par exemple, ou qui allait prendre quoi en charge, etc. Après, être aîné, moi, en tout cas, avec le temps, ce que j'ai compris, c'est que puisque je ne peux pas tout endosser, en fait, on peut faire comme un management qui implique tout le monde, quoi, tu vois. Et ne pas juste penser que, c'est moi qui vais décider. La dictature, quoi. C'est ça, en fait. Je pense que tu as fait ça quelque part, non? mais c'est ça. En fait, je crois que ça découle de ça aussi. J'ai des traits de personnalité un peu comme ça, genre, où tu veux imposer des choses, etc. Mais
on va dire que j'ai compris que mieux valait tendre vers une organisation beaucoup plus participative qui impliquerait tout le monde dans les décisions, ne serait-ce que dans le choix des... par exemple, dans ma façon de voir l'avenir et de prévoir des choses. Parfois, tu as envie de faire des choses pour les parents, etc. Et au début, j'avais une tendance à ne calculer que moi dans l'équation, moi qui fais, alors que en vrai, il y a les petites sœurs qui grandissent, qui eux aussi veulent faire des choses. Donc, en unissant les moyens, on peut faire de plus grandes choses et encore mieux, quoi, tu vois. Ouais. Toi, tu disais quelque chose d'important, c'est que la différence d'âge, elle joue. Parce que même du point de vue académique, si tu as plusieurs... si l'écart au niveau des classes et les grandes et tout, tu as plus... puisque tu as vécu certaines choses, tu es plus à même de conseiller, etc. Je sais pas, moi, parfois... Dans une autocritique, je me dis peut-être que je prends trop de place ou que je suis trop dans le conseil, dans la précaution, dire oui, non, c'est ça qu'il faut faire, etc. Bon, je dis pas c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas, j'expose et je prends le rôle à cœur. Mais ma crainte, c'est de paraître encombrant. Est-ce que toi, tu as cette impression, toi aussi? En fait, moi, puisque j'ai peur d'être trop ennuyeuse à donner des conseils, en fait, j'attends que les questions viennent à moi. J'attends que, par exemple, mes petites sœurs viennent me poser des questions, me parler de tel ou tel sujet. Et en fait, je crois que j'ai horreur du trop de conseils, quoi, tu vois. Et donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu. Je suis plutôt... Je pense que dans l'exemplarité, parce que je me dis que ils voient comment tu te comportes, ils voient comment tu agis. Et quand je vois quelque chose qui ne va pas dans le sens que je considère qui n'est pas bien, par exemple, je corrige la personne, je lui explique, je discute. Je suis plus dans la discussion parce que par rapport à l'ancienne génération, par exemple, je trouve que c'est ce qu'on peut apporter parce qu'ils étaient plus dans les ordres, fais comme c'est, c'est ça, c'est comme ça que ça doit se passer, donc tu fais ça comme ça, c'est moi la plus grande. Et puisque je veux pas rentrer dans ce rôle de grande sœur, un peu, je trouve ça toxique, quoi, tu vois. Je veux bien être accessible, qu'elle puisse me parler, m'expliquer, que quand il y a un problème ou qu'elles sont dans le mal, qu'elles puissent venir à moi comme juste une amie. Donc, je préfère cette relation plutôt que d'être celle qui va tout le temps conseiller. Parce que les conseils aussi, il faut que ce soit reçu. Donc, la personne qui écoute, si elle n'est pas ne serait-ce que si elle ne vit pas... Parce que souvent, il y a des situations de vie que tu vis qui font que tel ou tel conseil va te servir mieux qu'à un instant... à un instant random comme ça, quoi, choisi. Donc, c'est pour ça que je préfère, en fonction de la situation, parler à la personne, en fonction de mon expérience et toujours nuancer, quoi. Parce que tu sais pas comment elle vit les choses, parce que il y a des différences aussi. Tel enfant a telle personnalité, etc. Donc, il faut prendre ça en compte, quoi. C'est ça, en fait, il faut trouver un peu l'équilibre. C'est ça. Mais je trouve aussi, de l'autre côté aussi, moi, mon approche, c'est de me dire, je veux pas que certaines informations que je n'avais pas échappent à mes petits frères. Du coup, j'essaie d'aller vers eux pour leur dire, ici, il y a ça, attention, là, il y a ça. Mais le défi, c'est de ne pas paraître trop encombrant. On revient à Kolda. Toi, tu as fait à Saint-Charles-Saint-Benoît où on s'est connus. On a partagé la même école et tout. C'est vrai. Et est-ce que dans cet environnement-là, tu te sentais, par exemple, privilégié? Là, je veux introduire la grande question des privilèges, du déterminisme, mais aussi des inégalités, parce qu'il y en a à Kolda. Et souvent, on se retrouve, dépendamment des situations, dans un versant où on se trouve peut-être être un peu privilégié et de l'autre, on n'est pas très privilégié. On se dit, là, tel n'est pas le cas. Est-ce que ça t'est arrivé de te retrouver dans ce genre de situation, par exemple? Globalement, je pense pas avoir déjà eu ce sentiment de privilège, mais en fait, c'est en grandissant et c'est avec le recul que tu vois que
t'étais quand même privilégié. Il y avait plein de choses qui te différenciaient des autres sans que tu ne t'en rendes compte parce que toi, c'est ton quotidien. Et donc, en tant qu'enfant, tu peux penser que tout le monde est comme ça ou que tout le monde a ce cadre chez soi. Mais sur le moment, je le voyais pas comme un privilège, par exemple. Chez nous, c'est mon papa qui nous déposait à l'école, qui nous ramenait à la maison après les cours. Et on n'avait pas le droit de sortir, d'aller voir des amis, etc. Jusqu'à ce que tu aies une Jakarta. Mais on va en parler après. C'est ça. Mais ouais, donc ça, c'était un cadre, par exemple, qui aujourd'hui, que je considère comme étant un privilège, par exemple, parce que ça permettait d'asseoir une certaine éducation, d'avoir une ligne directive dans, tu vois, leur façon de nous éduquer, etc., qui faisait que, aujourd'hui, on en est là et c'est comme ça vient pas de rien, quoi, quand tu y réfléchis dans l'ensemble. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'en es rendu compte? C'est peut-être souvent, moi personnellement, c'est en croisant d'autres qui étaient plus privilégiés que moi. Ouais, est-ce que toi aussi c'était le cas? Oui, c'est ça. Non, ça arrive. Et c'était où, dans quel contexte? En fait, tu t'en rends compte dans plein de situations différentes. Comme, par exemple, le fait que je ne sortais pas, etc. Je m'en suis rendu compte à la fin parce que tu vois que tu as une certaine éducation. Je sais que quand on arrivait à Kolda, par exemple, à chaque fois, on disait « Ah, vous vous exprimez très bien en français, etc. Par rapport aux enfants de notre âge à l'époque. Mais tout ça, c'était dû à un cadre de vie qui faisait que, au lieu de sortir, tu étais à la télé, tu regardais, par exemple, des dessins animés, tu lisais, etc. Par exemple, mon papa qui nous donnait des heures où juste, il nous met devant la télé. Faites-moi le résumé de, tu vois. C'est trop faire là. Les enseignants, ils aiment ça. Et à la fin, tu fais un résumé. Et donc, tu es tout le temps dans l'exercice comme ça. Et à la fin, tu peux t'en rendre compte, ne serait-ce qu'en discutant avec une personne en termes de culture ou juste la façon de s'exprimer, etc. Donc, tu vois qu'il y a une certaine différence. Ou même dans le fait de connaître tes priorités, par exemple. Donc, si quand tu grandis dans un cadre où tu te suffis à toi-même, tu te définis tes objectifs, etc., on t'inculque une vision de la vie. Et donc, tu as cette vision de la vie et toutes les futilités, tu sais que ce sont des futilités. Alors que tu vas avoir des gens qui vont avoir du mal à, tu vois, à prioriser. C'est ça, à prioriser. Et... Là, tu confirmais tout à l'heure que c'est en te confrontant quelque part à certains... Disons, dans ton cursus, en croisant peut-être des gens plus privilégiés ou un milieu beaucoup plus privilégié, ça aussi, ça te fait te rendre compte que, c'est vrai que moi, j'étais privilégié quelque part. Moi, je voudrais bien savoir, c'était à quelle époque dans ton parcours? Est-ce que c'était à Dakar, c'était à Tamba, ou c'était en France, ou c'était dans quel cadre? Dans le cadre des études, du travail, etc. Je pense que c'est plutôt en France. OK. Et c'est après être venu ici, comment on est venu, et même par rapport à... En fait, par rapport aux études, par exemple, quand on est arrivé ici, on était boursier, et tu te rends compte, en fait, qu'il y a des gens qui avaient accès à des accès à de l'information que toi, tu n'avais pas. Moi-même, ne serait-ce que la bourse d'excellence, par exemple, après le bac, je l'ai su. Pas. Mais c'est ça, en fait, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la brochure. Il y a ça, il faut déposer. J'ai envoyé à mon papa, on a déposé comme ça. C'est après que j'ai vu que non, il y avait des gens qui connaissaient ça. Mais c'est ça, qui connaissaient ça depuis des années, qui étaient préparés, qui avaient des visites dans leurs écoles, etc., qui avaient un accès à cette information, en fait, qui, par exemple, nous aussi, on était au courant de ça, par exemple. Peut-être que tu te serais organisé autrement, tu vois. Tu aurais eu un objectif beaucoup plus clair ou, tu vois, tu as une... En fait, ça met dans ton... Ça rajouterait un choix en plus dans ta vision de l'avenir et dans tes perspectives, quoi. Ouais, c'est ça, ce que tu dis, je le comprends tellement. Parce que, pareil, par exemple, quand tu es à Kolda, certaines informations, tu n'as pas accès à ces informations au niveau national et tout, les concours qui existent. Tu n'as même pas connaissance, en fait, tu connais même concours, pas. Il n'y a personne qui t'en parle. Et pourtant, le potentiel, il est là, tu vois, parce clair. que on a partagé
le parcours académique avec plusieurs personnes qui sont extrêmement brillantes et tout. Mais juste parce que cette info-là a manqué, ça fait qu'ils ratent certaines occasions. Et moi, au lycée, comme j'ai eu la chance d'être exposé, disons, à ce type d'informations, d'être au cœur des choses, je sais que ce qui m'a le plus encouragé, c'est que je voyais des aînés qui avaient la bourse d'excellence, genre sur 2 générations, par exemple. Je me disais, ok, c'est possible. Donc ça existe. Donc moi, en fait, dès la première seconde, je savais que mon objectif, c'était ça. Et donc, tu te donnais les moyens pour le faire. En fait, parce ça que change tellement de choses. Exactement. En fait, l'exemplarité, là, ça change beaucoup de choses. Et comme on était dans un contexte où chacun provenait d'une région, ça fait que tu te dis, en fait, le potentiel, il est national, quoi. C'est pas que faut juste mettre les gens dans de bonnes conditions. Et je voyais nettement la différence aussi, c'était ma prochaine question, niveau études, entre passer ses études à Kolda et passer ses études dans certaines écoles à Dakar. Je trouve qu'il y a une différence. On dirait que c'est pas la même école, en fait. Et que à Kolda, pour espérer, par exemple, compétir il faut se surpasser individuellement, personnellement sur beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que tu t'es confronté dans ton parcours à des choses où tu t'es dit, waouh, moi, je savais pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que ça a raté? Ou que tu as vu une différence de formation entre, voilà. En soi, il y a plein de... En fait, il y a plein d'exemples, de petits exemples. On a même l'exemple du concours général là, qui se fait au Sénégal. Je me rappelle que, en fait, quand je regardais ça à la télé, à chaque fois j'étais là, mais pourquoi nous, est-ce qu'on peut pas... C'est ça, pourquoi est-ce qu'on participe pas? Ou parfois, tu vas voir, quand j'étais au lycée, il y avait un camarade, par exemple, qui était en première séance, je crois, et qui était très bien, très, très bien. Et il était le seul à participer au concours. Et puisque nous, on était dans un lycée privé à Saint-Benoît, on n'avait pas du tout... En fait, ça faisait même pas partie du programme de participer. Et à un moment, je pensais même que c'était... Parce que c'était un lycée école public. Privée. Ouais, c'était une école privée. Et donc, c'était réservé aux écoles publiques. Et donc, à un moment, j'ai su qu'il avait participé au concours général de mathématiques, par exemple, mais qu'il y avait tu vois, un exemple du concours qui avait été envoyé. Je sais pas exactement si c'est le concours ou si c'était une présélection, etc., ou comment ça se passe, mais on va dire que ne serait-ce que ça, en fait, il y a rien qui est mis en place pour qu'on puisse participer à ce genre de concours qui sont très prestigieux, qui peuvent t'ouvrir à d'autres opportunités. C'est ça, en fait, à d'autres opportunités. Tu rencontres d'autres camarades, tu vois d'autres façons de faire, et même j'ai découvert plus tard qu'il y avait des écoles qui mettaient carrément en place un dispositif, c'est ça, je tout peux te un le dire, dispositif c'est ça, un accompagnement des élèves pour qu'ils participent, etc. Alors que en soi, je pense que ça devrait être tellement normal. En fait, c'est ça devrait être accessible à tout élève qui suit un cursus, c'est ça, le parcours normal du système éducatif. Ça devrait pas être truc de privilégiés ou d'élèves accompagnés. Mais même si c'était ça... on devait accompagner tout le monde. C'est ça. Hein, même nous, que les lycées prévoient d'accompagner les élèves parce qu'il y a le potentiel. Il y a des élèves très doués, mais qui, à la fin, par manque d'accompagnement ou même d'information parfois, se retrouvent à soit échouer ou voir leur potentiel se réduire ou ne pas exploiter au maximum, quoi. Non, c'est vrai, sur cette question de concours général, il y a beaucoup à dire. Il y a des deux côtés, parce que je trouve que aussi les lycées, Kolda en l'occurrence, ne font pas peut-être l'effort d'aller aussi vers l'information. Parce que si tu as ça s'appelait le CROPS avant, ou le KOSP, le truc d'orientation qui est disponible, où on recense tous les concours, dans chaque région, il y en a. Si vous faites pas l'effort aussi d'aller vers l'information, c'est compliqué. Et je me dis, à un moment donné, s'il y a des choses factuelles que vous voyez à la télé, vous avez des élèves qui ont envie de participer, c'est à vous quelque part de vous bouger quelque part et de mettre le cadre. Après, faut se le dire aussi, l'encadrement, c'est d'abord une initiative de l'école. Moi, j'ai eu la chance d'être passé par 2 écoles qui le préparent sérieusement parce que voilà, il en va entre guillemets de leur réputation. Ils mettent tout en place. Ils mettent des dispositifs spécifiques, des surveillants spécifiques qui vont sur la chose, etc. pour le concours et tout. Et je trouve que ça joue énormément parce que les résultats le démontrent. Il y a un encadrement. Il y a certaines écoles qui n'encadrent pas, mais qui arrivent à se retrouver à... Il y a beaucoup de choses à dire. Et que le concours général ne reflète pas
réellement le niveau des élèves au niveau national. Lambda, parce que souvent, les autorités ont tendance à prendre ça comme une vitrine de l'éducation nationale, alors que c'est pas le cas. Parce que le concours général sur les écoles publiques, si tu enlèves les écoles élitistes qu'on connaît, que ce soit Mariam Ba, Prytanée militaire, le lycée scientifique actuellement, en termes de résultats, il y a l'imam Moulay qui se débrouille et tout, tu enlèves ça en termes de résultats, il reste pas, l'école publique lambda sénégalaise n'est pas représentée. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est pas forcément la vitrine de... Il y a beaucoup de choses à revoir, bref. Donc ça, c'était la parenthèse, disons, privilège, qu'on s'en rend compte, tu le confirmais, quand on est quand on grandit de plus en plus. Ouais. Et là, je veux bien qu'on parle de la partie études supérieures. Du coup, tu arrives en France, à Valenciennes, à Ensiam, où on était aussi. Ouais. En vrai, Jenna, tu me suis partout. Hein, je me suis partout. À Valenciennes, tu commences des études d'ingénieur. Et là, tu fais une spécialité en quoi? Je me suis pas encore spécialisée. C'était une prépa intégrée. Donc, c'était généraliste. Et on faisait un peu de tout. C'est qui en fait, tout ce qu'il fallait pour nous préparer aux études d'ingénieur qui étaient sur les filières que l'école proposait, par exemple, en cycle d'âge. Ok. Et par la suite, est-ce que tu t'es spécialisé en quoi une fois après en cycle d'âge? En mécatronique. Donc, il y avait 2 ans de prépa intégrée. Ensuite, je me suis spécialisée en mécatronique pour 3 ans. C'est quoi la mécatronique? On va dire que c'est une filière qui allie la mécanique, l'électronique, l'automatique. En fait, c'est une filière généraliste où tu fais un peu de tout, mais t'es pas spécialiste. T'es spécialiste de rien. Et donc, tu as des notions un peu dans tous ces domaines et... Plus tard, en termes de perspective, donc, ils visent les postes, tu vois, de manager, par exemple, dans les entreprises, qui permettraient d'allier, par exemple, dans une entreprise automobile où il y a plein de secteurs. Donc, tu pourras communiquer un peu avec tous ces domaines d'activité sans pour autant être vraiment spécialiste, quoi. La mécanique est réputée être un peu un truc complexe où il y a probablement moins de femmes, par exemple. Est-ce que toi, c'était un défi personnel de te dire, ou bien c'était la passion, tu t'es dit non, j'aime bien ça. C'est rien de tout ça. En vrai, donc en fait, comme je l'ai dit, j'ai eu la bourse, c'est quelques temps après le bac, je crois quelques jours. Il y avait la brochure là l'arrêté ministériel. C'est ça, concernant la bourse d'excellence. Et ensuite, on devait déposer. Moi, au préalable, j'avais déjà essayé de faire des préinscriptions dans des écoles, etc., pour poursuivre mes études ici en France. Mais j'avais eu que des écoles privées parce que je crois que j'étais en retard pour les universités, etc. Et toujours donc, l'information, le problème. Mais c'est ça. Et l'accompagnement et tout. Donc, ayant eu connaissance de ça, j'ai déposé, mais je faisais partie du lot d'élèves qui n'avaient pas de préinscription. Donc, il fallait nous trouver une école. C'est stressant, ça. Moi, j'étais dedans. C'est ça. Mais donc, tu sais pas si tu vas finalement avoir une école ou pas, etc. On savait pas vraiment comment ça allait se passer. Donc, à la fin, il y avait une collaboration entre l'État du Sénégal et l'INSEAM à l'époque, qui est actuellement l'INSA Hauts-de-France, donc qui accueillait les étudiants sénégalais parce que ils avaient l'habitude de faire ça les années précédentes. Donc, on était un certain nombre à ne pas avoir de préinscription qui nous sommes retrouvés là. Donc, on va dire que j'ai pas vraiment choisi d'être là, mais puisque c'était de l'ingénierie et en soi, à la fin de mes études là après le bac, j'étais un peu ouvert à tout parce que je me voyais pas... J'avais pas forcément... Je savais que je voulais pas faire de la médecine, ce que mon papa, il voulait que je fasse, par exemple. J'aime trop ça, les parents. C'est ça. Mais l'ingénierie, ça me parlait, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. En plus, c'est une prépa intégrée. Donc, t'es pas très limité. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré la prépa. C'était pas par passion, au prime abord. Ensuite, j'ai fait les 2 ans de prépa intégrée et... Pour le choix des filières, il y avait mécanique, par exemple, automatique, etc. Pourquoi mécanique, du coup? Mécatronique. Ouais, mécatronique. Je retiens pas les termes mécatronique parce que c'était un peu plus généraliste. Et puisque j'étais pas encore
j'avais toujours pas cette passion. Donc, je me disais pourquoi pas choisir quelque chose de très généraliste pour après qui va me laisser beaucoup plus de choix, quoi. Je fonctionnais un peu tout le temps comme ça. Même pour le choix des séries, etc. Je me disais tout le temps de choisir ce qui me permettra... C'est ça, ce qui me permettra de faire le maximum de choses comme ça. Au moment venu, j'aurai le choix. Donc, c'est comme ça que j'ai choisi la mécatronique. Et ensuite, c'était parti pour 3 ans en mécatronique. Et là, actuellement, tu fais quoi? Actuellement, je suis doctorante. Je suis en 2e année. Et c'est pas de la mécatronique, c'est plus de l'acoustique physique. C'est ça le domaine, mais c'est plutôt dans le contrôle non destructif. Mais ouais. Si tu avais à expliquer ton sujet de thèse à un profane comme moi, ce serait quoi? Tu fais de la recherche dans quoi? C'est de la recherche sur des méthodes d'imagerie modale qui utilisent des patchs magnétostrictifs pour faire du contrôle non destructif. Donc, je crois que je vais m'arrêter là. Non, tu peux poursuivre, mais tu m'as perdu. Mais en soi, on fait plus de la modélisation et de la simulation. Donc, on étudie des patchs magnétostrictifs qu'on essaie de mettre en réseau et de faire plein de méthodes d'imagerie intéressantes qui n'existent pas encore en ondes guidées. Donc, mais qui existent en ondes de volume. Mais ça, c'est déjà un peu technique. Les gens disent que la recherche, c'est compliqué. Est-ce que c'est vrai? Ouais, c'est pas facile. Parce que en fait, tout ne se passe pas forcément comme tu prévois. Ouais. Ou au rythme auquel tu souhaiterais que ça aille. Mais ouais, c'est intéressant. En fait, c'est stimulant. Parce que tu apprends beaucoup de choses. Tu t'es poussé dans les derniers retranchements et tout. Donc, en fait, tu te donnes et on va dire que j'en avais un peu besoin à la fin de mon cursus ingénieur où je me sentais un peu comme si je me sentais spécialiste de rien ou pas connaisseuse de quelque chose. Donc, j'avais envie de creuser, de vraiment savoir quelque chose, quoi, tu vois. Tu vas au feeling, quoi. Ça dépend. Au feeling. Il y a le besoin, après, tu te dis, quelle est la solution qui est là. Mais c'est ça, souvent, c'est ça. OK. Et par exemple, est-ce que toi, tu te vois, après la recherche, quels sont, disons, projet, c'est trop dire, mais après la recherche, est-ce que tu te vois dans l'enseignement ou dans le monde de l'entreprise ou tu as déjà ton idée? En fait, comme je le disais, je suis ouverte à tout. Là, je suis encore ouverte à tout. En fait, l'enseignement, ça me tente. Là, même dans le cadre de la formation doctorale, tu dois faire des formations sur la carrière professionnelle, etc. Okay. Donc, je fais des formations sur les deux, sur l'entrepreneuriat, sur l'enseignement aussi, par exemple, parce que je me dis pourquoi pas. C'est surtout dans un monde où je rentrerai au Sénégal et que ce serait bien, en fait, ce serait une bonne suite de carrière, quoi, au Sénégal. Donc, je me dis, pourquoi pas. OK. Et tu as une autre casquette? Ou t'étais créatrice de contenu? Ouais. Faudra nous dire les termes. Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ça? Ça, c'est ma première question. Et pourquoi c'est la cuisine, du coup? Okay. Ça, c'est ma deuxième question. C'est une cascade de questions, attention. Okay. Et est-ce qu'avant de te lancer, tu as eu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur? Oui. Donc, la première question, c'était quoi? Tu réponds comme tu veux. Pourquoi la création de contenu est dans la cuisine, du coup? En soi, c'est parce que je voulais... Il y avait une envie de partager, en fait, pas mes connaissances, parce que c'est pas une connaissance, mais ma passion pour la cuisine cette fois. Pour la cuisine, je peux vraiment dire que je suis passionnée, quoi, tu vois. Et en soi, je crois que c'est juste parce que de base, je suis gourmande, j'aime bien manger les bonnes choses. Et j'ai une maman qui cuisinait super bien aussi et qui m'a un peu transmis ça, je pense que je l'ai pris ou hérité d'elle. Okay. Et ça fait que je me suis retrouvée à vouloir cuisiner comme elle, faire les choses au début c'était ça et ensuite plus je grandissais, ne serait-ce que en venant en France, tu découvres de nouvelles choses, tu testes des choses, tu rencontres des amis qui connaissent des choses que tu connais pas. Donc en fait, c'est juste de base par envie de partager ces expériences que je vis et
pourquoi est-ce que je crois que c'était ça. Et j'aurais pu le faire plus tôt. Ok. Un peu plus tôt, quand j'étais en cycle d'ingénieur. Mais je l'ai pas fait parce que il y a ma maman qui m'en dissuadait et qui me demandait de me concentrer sur les études. Et donc, quand je suis arrivée en 5e année, là, je me suis dit, bon, là, c'est bon, les études. Donc, j'ai commencé à poster quelques photos au début et ensuite, des recettes, ça a évolué avec les rencontres aussi, etc. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience de création de contenu? En fait, avant ça, je confirme qu'elle cuisine super bien. Merci. Et que j'ai expérimenté les choses. Oui. Mais ouais, c'était quoi la question? Je disais que qu'est-ce que tu as appris de cette création, de cette aventure-là? Bon, j'ai appris que je peux partager de bonnes choses. Je peux aider les gens surtout, parce que ça m'étonne tout le temps que des gens me disent, parce que je suis pas très suivie, donc ça m'étonne tout le temps que des gens me disent qu'ils ont suivi ma recette, etc. Et ça rajoute un certain poids. Tu te dis, t'es quand même responsable de ce que tu leur fais faire, quoi, tu vois, ou de ce que tu indiques dans les vidéos, mais ça... C'était une belle expérience, en tout cas. J'ai aimé partager, discuter autour de la nourriture, puisque j'ai beaucoup appris aussi, parce que derrière, je consomme beaucoup de contenu culinaire. Beaucoup de contenu culinaire, et c'est ce qui fait que j'ai eu envie de faire pareil, quoi. Tu as pu dépasser le syndrome de l'imposteur un peu, non? Je sais pas si je l'ai vraiment dépassé, parce que en soi, je pense que ce qui... En fait, c'est pas un partage. Le fait de partager la cuisine, ça n'a pas rajouté une qualité en plus, quoi. Parce que je me dis, c'est la même personne qui cuisine, en fait, c'est juste, la différence, elle est juste sur le fait de l'exposer ou pas, quoi. Donc, ça n'a pas rajouté un truc. Ce que je dirais plus, c'est que ça m'a permis d'apprendre, parce que puisque je voulais partager des choses, j'allais chercher et ça te pousse à un peu... Être exigeante avec toi. Exigeante, savoir, c'est pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci, etc. Donc, ça rajoute une certaine connaissance ou une maîtrise de certaines choses que je n'avais pas forcément avant. Ok, là, on va passer à la toute dernière rubrique. On est à la fin. Je vais te poser une série de questions. C'est des questions rapides. Et voilà, c'est des réponses du tic au tac. Alors, si tu avais à choisir, est-ce que tu serais l'aîné? J'aurais bien aimé avoir un grand frère. Bon, je ne vais pas demander les raisons, mais on y va, on n'a pas assez de temps. C'est juste une envie comme ça. Si dans ton parcours, tu avais à refaire quelque chose, ce serait quoi? Dans mon parcours, dans quel parcours du coup? De tout ça, académique surtout. Je crois que je n'aurais pas changé grand-chose. Parce qu'en soi, c'est ce qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui, quoi. Docteur Boiron. Et culturellement, tu es team Bambara ou team Peul? Peul. Je m'identifie plus comme étant une Peul, de toute façon. Ouais. Est-ce que tu as une personnalité publique ou dans ton entourage qui t'inspire beaucoup? Mes parents. Tes parents. Et ton mot en pulaar préféré? Tu as jamais réfléchi? Non, mais je sais pas pourquoi. Là, c'est Tedungal qui vient dans ma tête. Tedungal. Mais voilà. Ça a du sens. Ouais. On mettra la traduction en sous-titre. Ok. Et ton mot en Bambara, du coup, préféré? Pourquoi il n'y a aucun mot qui vient? Ça en dit long. Mais un mot en Bambara? On peut passer si tu souhaites. J'ai pas de mot un mot assez... Bon, t'as pas besoin, bon... C'est pas grave. Genre, il y a le mot tignalenya qui me vient mais en fait, ça n'a aucun sens. Mais bon, tignalenya, du coup. D'accord. Il est beau, la sonorité. Okay. On retiendra ça. Okay. Et c'est quoi ta casquette préférée entre celle d'une chercheuse, celle d'une créatrice de contenu ou celle d'une grande sœur?
Je crois que je les aime tous. En fait, toutes ces casquettes, si tu enlèves une de ces casquettes, ça va diminuer quelque chose, je sais pas, parce que par exemple, la chercheuse que je cherche à être, par exemple, ça me permet d'être la grande sœur, tu vois, l'exemple à suivre, etc. Tu peux encourager derrière, etc., etc. La cuisine aussi, pareil. Donc, mais celle de grande sœur, ouais. Mais on va dire que tout le reste, là, ça permet d'être la grande sœur que je veux être. Ok. Je t'avais à donner une qualité chez une personne que tu apprécies chez une personne, ce serait quoi? En premier, ce que tu apprécies chez une personne. L'honnêteté. Ok. Le défaut? Le défaut, les personnes qui mentent, qui sont hypocrites. Ok. Dernière question. Ton meilleur souvenir d'enfance? J'en ai tellement, mais là, je dirais quand je jouais avec mes sœurs dans la cour et qu'on faisait des poteries, par exemple, parce qu'on avait vu ça dans Kirikou. Ok. Et que ma maman ne voulait pas qu'on mette ça dans nos chambres, mais tu vois, on a fatigué notre maman. On en profite pour dire bonjour à la maman. Alors, on est arrivé à la fin de cet épisode. Est-ce que tu as un dernier mot, surtout à l'endroit des petits frères et sœurs qui viennent d'avoir le bac, par exemple, ou qui commencent à peine leur parcours? Ce serait quoi? Ce serait de ne rien abandonner, d'avoir des rêves, d'y croire, de se donner à fond pour atteindre ses rêves, quelles que soient les difficultés ou les challenges. Tout n'est jamais rose dans la vie. Mais ils peuvent tous y arriver. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dieynaba, d'avoir accepté cette invitation. C'était un plaisir de te recevoir. On va dire futur docteur Boiro. Docteur en mécatronique, j'ai pas compris le sujet. Mais contrôle indestructible, je sais pas. Bref. Donc, merci à toi et nous te souhaitons d'arriver à bout de cette aventure, de faire ta soutenance. Et d'avoir ce titre de docteur et de faire une belle carrière. Merci beaucoup à toi. Allez, merci, c'était un plaisir. C'était vraiment super gentil et cool d'avoir discuté avec toi. Merci.